Sous le volcan de Songandi, une découverte géologique confirmée projette soudain le Burkina Faso dans une autre catégorie d'attente nationale et internationale. Les analyses satellitaires évoquent près de 500 millions de carats, promettant des recettes publiques multipliées par 10, tout en ravivant la crainte classique d'une malédiction des ressources. Que devient votre quotidien si Ibrahim Traoré tranche trop vite ou trop tard face à une promesse qui attire déjà pressions étrangères et rivalités internes? Entre Eldorado annoncé et bascule silencieuse, les prochains choix fixeront durablement sécurité, revenus et stabilité sociale pour l'ensemble du pays. Cette séquence ne cherche pas à célébrer une découverte spectaculaire, mais à expliquer pourquoi elle concerne directement la vie quotidienne, bien au-delà des chiffres annoncés. Comprendre Songandi, c'est comprendre comment une décision publique peut influencer sécurité, revenus et stabilité sociale dans un État déjà sous tension structurelle. L'enjeu central ne réside pas uniquement dans la valeur potentielle du gisement, mais dans la manière dont il sera intégré à un appareil institutionnel fragile, exposé à des attentes populaires croissantes et à des pressions extérieures immédiates. Chaque choix engage des coûts invisibles, sociaux, environnementaux, diplomatiques. Une exploitation précipitée peut fragiliser des équilibres internes encore instables, tandis qu'une prudence excessive risque d'alimenter frustration et soupçons dans une population en quête de retombées concrètes. Sangandi agit ainsi comme un révélateur. Il met à l'épreuve la capacité de l'État à protéger l'intérêt collectif, à organiser la transparence et à maintenir sa souveraineté face aux appétits concurrents. La question n'est donc pas seulement économique. Elle touche à la confiance institutionnelle et à la crédibilité des décisions à venir. Ce qui se joue ici déterminera si la promesse minérale devient un levier d'amélioration durable ou une source supplémentaire de tensions structurelles. Un chiffre change brutalement l'échelle du débat. Près de 500 millions de carats seraient concentrés sous le volcan de Songandi, selon les premières analyses satellitaires validées par plusieurs institutions scientifiques. Ce signal continu transforme une hypothèse géologique en certitude stratégique et projette instantanément le Burkina Faso dans un champ d'attente inédit, tant à l'intérieur du pays qu'auprès des acteurs internationaux. Avant cette confirmation, l'économie nationale évoluait dans un cadre de rareté chronique, marqué par la prudence budgétaire et des marges de manœuvre limitées. Après Songandi, l'horizon se dilate brutalement. Les ingénieurs locaux, confrontés à des interférences inhabituelles dans leurs relevés, comprennent progressivement, avec l'appui d'équipes chinoises, qu'il ne s'agit pas d'une anomalie technique mais d'une formation diamantifère exceptionnelle. Cette bascule scientifique précède de peu une bascule politique. En quelques jours, des notes diplomatiques circulent, des demandes de briefing affluent, et le Burkina Faso, longtemps périphérique dans les discussions minières mondiales, devient un point focal suivi de près dans le Sahel. Ce changement de statut n'intervient pas dans un vide institutionnel. Il s'inscrit dans un pays déjà traversé par des fragilités structurelles, pauvreté persistante, tensions politiques, vulnérabilité administrative. L'abondance potentielle agit alors comme un amplificateur. Elle peut accélérer une trajectoire de transformation, mais aussi exacerber rivalités internes et appétits extérieurs, comme l'ont montré de nombreux précédents africains souvent cités dans les analyses comparatives. C'est à ce moment précis qu'intervient Ibrahim Traoré. Face à l'emballement médiatique et diplomatique, il choisit de temporiser en instaurant une commission nationale chargée d'évaluer les implications économiques, sociales et environnementales de la découverte. Cette décision marque une rupture avec des réponses plus impulsives observées ailleurs. Elle vise à reprendre le contrôle du tempo, en transformant la découverte en objet de débat structuré plutôt qu'en simple promesse. Ainsi, le mini révélateur de Songandi n'est pas seulement le volume annoncé.
C'est le décalage brutal entre un avant contraint et un après incertain, qui place désormais chaque choix politique sous un éclairage nouveau et durable. Dans la séquence qui suit la révélation de Songandi, un rôle discret mais déterminant apparaît entre la décision nationale et la réalité locale. Il ne s'agit ni des multinationales ni des chancelleries, mais de relais humains chargés de traduire une orientation politique encore abstraite en pratique concrète sur le terrain. Cette fonction devient centrale dans un pays où les périphéries ont longtemps été éloignées des centres de décision. Autour du volcan, les premiers changements sont visibles. Des représentants administratifs et des médiateurs communautaires sont déployés pour expliquer les mesures de sécurisation du périmètre et les étapes à venir. Leur présence inhabituelle dans ces zones marginalisées produit un effet immédiat. Les mouvements spontanés de creusage illégal ralentissent, les rumeurs se heurtent à des informations officielles et un climat d'attente structuré remplace l'excitation initiale. Un habitant évoque une sensation nouvelle, celle d'être inclus dès le départ dans un processus qui, par le passé, se décidait sans lui. À l'échelle nationale, l'impact est tout aussi perceptible. L'annonce de futures publications de contrats et l'ouverture annoncée à la société civile enclenchent un regain de confiance prudent. Cette confiance reste fragile, mais elle suffit à contenir dans un premier temps l'émergence de fractures politiques immédiates. La souveraineté cesse alors d'être un concept abstrait. Elle prend la forme d'un cadre protecteur, perçu comme capable de ralentir les dérives habituelles liées aux ressources de soudaines. Dans cette phase précoce, la ligne défendue par Ibrahim Traoré agit comme un point d'ancrage. Elle donne du temps aux acteurs locaux pour s'approprier le processus et aux institutions pour s'organiser. Ces signaux faibles montrent que la trajectoire ne se joue pas seulement dans les chiffres, mais dans la capacité à créer une stabilité sociale naissante. Avant Songandi, le Burkina Faso avançait dans un cadre de contraintes chroniques. Les ressources minières existantes occupaient une place marginale dans l'équation nationale, et les décisions publiques se construisaient dans un environnement de rareté où chaque arbitrage budgétaire impliquait des renoncements visibles. Les institutions fonctionnaient dans un rythme lent, dicté par la prudence et la gestion de priorités concurrentes, sans perspective immédiate de rupture structurelle. La bascule intervient avec la confirmation scientifique du gisement. Lorsque les géologues présentent leurs conclusions à la Commission nationale, ils établissent que les signaux détectés sous le volcan ne relèvent plus d'une anomalie instrumentale. Il s'agit bien d'une formation diamantifère d'ampleur exceptionnelle. Cette validation agit comme un déclencheur. En quelques heures, la question cesse d'être strictement technique pour devenir politique. La sécurisation du périmètre est ordonnée, toute activité informelle est suspendue et des évaluations croisées sont exigées entre experts locaux et équipes internationales. Le tempo national change brutalement. Très vite, la séquence s'accélère. Les informations circulent d'abord dans un cadre maîtrisé, puis débordent l'espace institutionnel. Des mémos diplomatiques affluent vers Ouagadougou. Des ambassades sollicitent des briefings urgents. Des analystes régionaux évoquent un possible point de bascule pour l'équilibre du Sahel. Le Burkina Faso, longtemps périphérique dans les grands flux minières mondiaux, devient soudain un dossier stratégique suivi de près. Cette exposition médiatique et diplomatique crée une pression constante sur les décideurs nationaux. Le point culminant survient avec la diffusion élargie des images satellitaires à des institutions scientifiques et économiques internationales. Les comparaisons avec des zones historiquement dominantes du marché mondial du diamant se multiplient. Cette mise en parallèle déclenche une onde de choc politique. Des multinationales formulent leurs premières propositions de coopération.
Certaines puissances étrangères cherchent à obtenir des entretiens privés avec des conseillers proches du pouvoir. Des groupes d'intérêt tentent d'influencer le cadre juridique avant même qu'il ne soit stabilisé. Dans le même temps, les médias internationaux saturent l'espace public de récits opposés, oscillant entre promesses d'Eldorado et scénarios de déstabilisation. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré impose une ligne de rupture. Plutôt que de céder à la tentation de négociations rapides, il maintient un refus clair des accords précipités. La priorité affichée reste la souveraineté sur les ressources et la maîtrise du calendrier décisionnel. Cette posture, perçue comme un frein par certains partenaires, devient un marqueur politique fort à l'intérieur du pays. Elle transforme la gestion du temps en outil stratégique. L'après immédiat révèle les premières répliques internes. La population réclame des explications. Les partis d'opposition interrogent la stratégie adoptée. Les organisations de la société civile exigent des garanties contre la corruption, les expropriations et les arrangements opaques. Le débat public se structure autour d'une question centrale. Comment transformer une richesse soudaine sans reproduire les échecs observés ailleurs sur le continent? Dans les semaines qui suivent, les effets secondaires deviennent visibles. Les attentes sociales montent, tout comme les inquiétudes liées à la capacité institutionnelle à absorber un changement économique aussi rapide. La séquence montre que la découverte n'a pas seulement révélé un gisement. Elle a enclenché une chaîne d'événements où chaque décision amplifie les suivantes, faisant de la vitesse elle-même un facteur de risque ou de stabilité. Avant son Gandhi, les indicateurs miniers du Burkina Faso pesaient peu dans les équilibres macroéconomiques. Après la découverte, quelques chiffres suffisent à déplacer brutalement l'échelle des décisions publiques. Ce passage d'une économie de rareté à une abondance théorique agit comme un choc cognitif, car il oblige institutions, partenaires et citoyens à raisonner dans un cadre entièrement nouveau. Le premier indicateur structure tout le débat. Les analyses satellitaires convergent vers une estimation proche de 500 millions de carats sous le volcan Songandi. À ce niveau, le pays entre potentiellement dans le cercle restreint des grands détenteurs mondiaux de diamants. Ce chiffre modifie immédiatement la perception internationale du Burkina Faso et alimente des attentes économiques sans précédent. Il transforme une hypothèse géologique en actif stratégique suivi de près par les marchés et les chancelleries. Le deuxième indicateur concerne les finances publiques. Les projections initiales évoquent des recettes nationales multipliées par 10 en 5 ans si l'exploitation atteint son plein potentiel. Une telle expansion promet des marges budgétaires nouvelles pour l'éducation, la santé ou les infrastructures. Mais elle exerce aussi une pression politique considérable. Gérer une croissance aussi rapide exige des institutions capables d'absorber des flux financiers massifs sans déséquilibre ni capture. Dans un État déjà sous tension, la vitesse de circulation de l'argent devient elle-même un facteur de vulnérabilité. Le troisième indicateur introduit une contrainte souvent reléguée au second plan. Les premiers rapports environnementaux évoquent un risque de réduction de 40% de la biodiversité locale en cas d'exploitation intensive. Cette estimation rappelle que l'abondance économique s'accompagne de coûts écologiques potentiellement irréversibles. Dans un espace sahélien déjà fragilisé par le climat, la dégradation des écosystèmes peut produire des effets sociaux durables, bien au-delà du périmètre minier. Pris ensemble, ces trois chiffres ne livrent pas une promesse simple. Ils dessinent un espace de choix étroit où chaque décision peut amplifier la stabilité ou précipiter un déséquilibre. L'abondance annoncée peut financer des politiques publiques longtemps différées, mais elle peut aussi accentuer rivalités internes et pressions extérieures si les mécanismes de contrôle échouent. Les comparaisons internationales, souvent invoquées, mais rappellent que des trajectoires opposées
sont possibles à partir de données ordonnées similaires. Sur le plan social, les chiffres produisent un effet ambivalent. Dans les centres urbains, l'idée de recettes démultipliées nourrit l'espoir d'un changement tangible. Dans les zones proches du volcan, les mêmes nombres suscitent des inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et à la redistribution future. Les données veulent alors d'être abstraites. Elles deviennent des repères autour desquels se cristallisent attentes et craintes quotidiennes. Sur le plan diplomatique, ces indicateurs renforcent l'intensité des pressions. Les propositions d'investissement gagnent en ampleur, souvent accompagnées de clauses techniques susceptibles d'influencer la souveraineté nationale. C'est dans ce contexte chiffré que la posture d'Ibrahim Traoré prend tout son sens en privilégiant des évaluations approfondies et la transparence contractuelle. Il cherche à ralentir l'emballement produit par les projections financières. La lenteur apparente devient ainsi un outil stratégique. Les chiffres montrent ce qui est possible, mais ils ne disent rien de la manière d'y parvenir sans fragiliser le tissu social et environnemental. Comprendre cette limite est essentiel pour éviter que l'abondance théorique ne se transforme en déséquilibre réel. Deux lectures opposées structurent désormais le débat autour de Songandi, et chacune mérite d'être présentée dans sa forme la plus solide avant toute conclusion. La première plaide pour une exploitation rapide, au nom d'une fenêtre historique rare. Selon ses défenseurs, des centaines de millions de carats constituent une occasion unique de rompre avec des décennies de contraintes budgétaires. Les projections de recettes, évoquant une multiplication par 10 des revenus nationaux en quelques années, sont perçues comme un levier capable de financer infrastructures, systèmes de santé, éducation et création d'emplois. Dans cette optique, retarder les décisions reviendrait à diluer l'avantage stratégique, voire à laisser des acteurs extérieurs influencer le processus de manière informelle. La rapidité serait donc paradoxalement une condition de souveraineté. La seconde lecture adopte une prudence assumée. Elle s'appuie sur des précédents bien documentés en Afrique et ailleurs, où des découvertes comparables ont débouché sur instabilité politique, corruption accrue ou fragmentation sociale. Les risques environnementaux identifiés, notamment la dégradation potentielle des écosystèmes locaux, renforcent cet argumentaire. Pour ce camp, l'enjeu n'est pas de savoir si la richesse existe, mais si l'État dispose des capacités institutionnelles suffisantes pour l'absorber sans se déséquilibrer. Une accélération mal maîtrisée pourrait exposer le pays à des pressions diplomatiques durables et à une perte de contrôle sur ses ressources. La réponse raisonnée ne se situe pas dans le rejet de l'un ou l'autre de ces arguments, mais dans leur mise en tension. Le texte source montre que la stratégie suivie cherche à capter les bénéfices de l'abondance tout en limitant ses effets pervers. La création d'une commission indépendante, l'implication annoncée de la société civile et le refus de négociations précipitées traduisent une volonté de construire un cadre avant l'exploitation. Cette approche ne nie pas l'urgence sociale, mais elle reconnaît que la précipitation peut produire des coûts irréversibles. Ainsi, se dessine une voie médiane. Elle admet que l'attentisme comporte des risques, mais elle considère qu'un emballement incontrôlé en comporte davantage encore. Dans cette lecture, la ligne défendue par Ibrahim Traoré vise moins à choisir entre vitesse et prudence qu'à organiser leur articulation dans le temps. Au fil des premières consultations nationales, un signal discret mais décisif émerge. Une majorité de participantes exprime son soutien à un contrôle national strict du gisement, à condition que la transparence et la redistribution soient garanties. Ce résultat, peu spectaculaire en apparence, modifie pourtant la dynamique politique enclenchée par Songandi. Il indique que l'opinion publique ne se polarise pas uniquement autour du calendrier d'exploitation, mais autour des règles qui doivent l'encadrer. Cette bascule change la nature du rapport de force. Le débat
cessent d'opposer frontalement urgence économique et prudence institutionnelle. Ils s'ancrent désormais dans une exigence collective plus précise, avancer mais sans perdre le contrôle. Cette évolution réduit la marge de manœuvre des acteurs favorables à des accords rapides et renforce la légitimité d'un processus décisionnel plus structuré. Sur le terrain, notamment dans les zones proches du volcan, ce déplacement est perceptible. Les habitants constatent que leur voix pèse dans les arbitrages initiaux. Cette reconnaissance, encore fragile, agit comme un facteur d'apaisement social dans un contexte de fortes pressions extérieures. Dans ce moment charnière, la posture d'Ibrahim Traoré trouve un point d'appui inattendu. Ce n'est plus seulement la retenue du pouvoir qui ralentit le processus, mais une attente populaire clairement formulée. Le cœur de Songandi ne réside alors ni dans un chiffre ni dans une annonce, mais dans l'alignement temporaire entre autorité politique et exigence citoyenne. Les effets de Songandi dépassent désormais le stade de l'annonce et se déclinent en conséquences tangibles, distinctes, selon les acteurs concernés. Cette phase permet de mesurer comment une même découverte peut produire des impacts divergents à l'intérieur d'un même pays selon la position occupée dans l'écosystème institutionnel, économique et social. Pour l'État, l'enjeu est d'abord institutionnel. La perspective de recettes accrues redéfinit les priorités budgétaires et renforce le poids du pouvoir central dans les négociations internationales. En parallèle, elle expose les administrations à des pressions inhabituelles liées à la gestion du calendrier, à la publication des contrats et au contrôle des flux financiers. La crédibilité de l'action publique devient un test permanent. Dans ce cadre, la ligne suivie par Ibrahim Traoré agit comme un repère. Elle vise à préserver la capacité de décision nationale face à l'intensification des intérêts extérieurs. Pour les entreprises, nationales comme étrangères, Songandi ouvre un champ d'opportunités contrasté. Les acteurs locaux espèrent une intégration accrue dans les chaînes de valeur, notamment dans la logistique, la construction et les services techniques. Les multinationales, de leur côté, perçoivent le gisement comme un actif stratégique majeur. Cette asymétrie crée une tension structurelle. Sans cadre clair, les entreprises nationales risquent d'être marginalisées. Avec des règles strictes, elles pourraient bénéficier d'un effet d'entraînement inédit dans l'économie. Pour les ménages, l'impact se lie à travers les attentes quotidiennes. L'idée que des revenus miniers puissent financer écoles, centres de santé ou infrastructures nourrit un espoir réel. Mais cet espoir reste conditionnel. Dans les zones proches du volcan, les inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et à la redistribution demeurent fortes. La découverte devient ainsi un prisme à travers lequel se projettent promesses d'amélioration et craintes de nouvelles inégalités. À l'échelle régionale enfin, Songandi modifie la position du Burkina Faso dans le Sahel. Un pays longtemps perçu comme périphérique gagne en visibilité stratégique. Cette évolution peut renforcer son influence diplomatique, mais elle comporte aussi un risque de tension accrue si la gouvernance interne vacille. Les partenaires régionaux observent attentivement les choix opérés, conscients que leurs effets peuvent dépasser les frontières nationales. Ces quatre niveaux révèlent une réalité commune. La découverte ne crée pas un bénéfice uniforme. Elle redistribue les équilibres et expose des vulnérabilités. C'est dans l'articulation entre ces effets, plus que dans la valeur brute du gisement, que se joue l'impact réel de Songandi. À partir des mêmes données de départ, les dynamiques enclenchées par Songandi ouvrent trois trajectoires plausibles à court terme. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture permettant d'anticiper les effets possibles des choix politiques et institutionnels à venir. Dans un scénario intermédiaire, souvent jugé le plus probable, l'État engage progressivement des discussions avec un nombre limité d'entreprises minières internationales.
Les investissements commencent à affluer, permettant de lancer des projets d'infrastructure et de créer des emplois dans des secteurs connexes. La souveraineté est partiellement préservée grâce à des contrats encadrés et à une publication progressive des accords. Cependant, le pays demeure exposé à des pressions diplomatiques constantes et les bénéfices restent inégalement répartis. L'équilibre tient, mais il reste fragile, dépendant de la capacité des institutions à maintenir la transparence dans la durée. Un scénario plus favorable repose sur une discipline institutionnelle élevée. Le Burkina Faso conserve un contrôle strict sur l'exploitation, sélectionne ses partenaires selon des critères clairs et impose des normes environnementales contraignantes. Les revenus sont orientés vers l'éducation, la santé et les infrastructures locales, renforçant la cohésion sociale. Des audits réguliers et l'implication de la société civile limitent les dérives. Dans cette trajectoire, le pays pourrait devenir une référence régionale de gestion maîtrisée des ressources, à condition de maintenir une constance administrative sous forte pression extérieure. Le scénario le plus critique suppose un repli excessif. Dans cette hypothèse, l'État privilégie une exploitation quasi exclusivement nationale afin de préserver la souveraineté. Les capacités techniques limitées ralentissent cependant la mise en valeur du gisement. Les attentes sociales s'accumulent sans retombées rapides, alimentant frustration et tensions internes. Les relations diplomatiques se tendent, réduisant l'accès au financement et aux technologies indispensables. Ces trajectoires montrent qu'aucune option n'est exempte de risques. La variable décisive n'est pas le choix d'un modèle unique, mais la cohérence entre prudence, transparence et inclusion. Penser en scénario permet ainsi de déplacer la question centrale. Non pas quelle voie choisir, mais quelles conditions réunir pour éviter des bascules irréversibles dans un contexte où chaque décision engage durablement l'avenir. Au-delà des institutions et des projections macroéconomiques, Songandi commence à façonner des trajectoires individuelles très concrètes. Observer ces résonances permet de comprendre comment une décision nationale, encore en construction, se traduit déjà en attente, en espoir et en inquiétude dans la vie ordinaire. Pour de nombreux ménages, l'annonce du gisement ouvre une perspective longtemps absente. L'idée que des revenus miniers puissent financer durablement écoles, centres de santé ou infrastructures modifie les anticipations quotidiennes. Cette projection reste toutefois prudente. Les souvenirs d'annonces passées, suivis de retombées limitées, incitent à une forme de réserve collective. L'espoir existe, mais il s'accompagne d'une vigilance accrue quant à la redistribution réelle des bénéfices. Chez les jeunes, majoritaires dans la démographie nationale, Songandi prend une autre signification. La découverte est perçue comme une opportunité potentielle d'élargir les horizons professionnels. Les promesses d'emploi, de formation technique ou de projets entrepreneuriaux suscitent un optimisme mesuré. Cependant, cet élan reste conditionné à l'inclusion effective des compétences locales dans la chaîne de valeur. Sans mécanisme clair d'accès et de formation, l'attente pourrait rapidement se transformer en désillusion durable. Les communautés vivant à proximité du volcan occupent une position singulière. Elles se trouvent à la fois au cœur de la promesse et de la vulnérabilité. Les inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et aux déplacements potentiels y sont plus vives. Dans le même temps, la consultation précoce et la présence administrative renforcent le sentiment d'être enfin considérées comme des actrices du processus. Cette reconnaissance encore fragile agit comme un facteur de stabilité sociale non négligeable. À travers ces expériences, une constante se dégage. L'impact de Songandi dépendra moins des annonces que de la capacité à maintenir un lien crédible entre stratégie nationale et vécu quotidien. C'est dans cette continuité, souvent invisible, que se jouera l'adhésion durable ou la fracture silencieuse.
Transformer Sangandi en levier durable plutôt qu'en source de tension suppose une architecture d'action claire, ordonnée dans le temps et lisible pour l'ensemble des acteurs. À partir des éléments disponibles, une séquence de décisions cohérente peut être identifiée, non comme une garantie de succès, mais comme une condition minimale de stabilité. La première étape consiste à consolider la Commission nationale. Elle doit rassembler institutions publiques, experts indépendants et représentants locaux, avec un mandat explicite de validation technique, sociale et environnementale. Sa mission initiale est de vérifier l'ensemble des études avant toute négociation formelle. La publication régulière de rapports accessibles devient un premier indicateur mesurable de crédibilité. La deuxième étape porte sur le cadre environnemental. Avant l'ouverture du moindre chantier, des normes contraignantes doivent être définies pour la protection des sols, de l'eau et de la biodiversité. Le respect de ces protocoles, contrôlés par des audits indépendants, conditionne la poursuite du projet. Cette exigence vise à prévenir des dommages irréversibles dans un écosystème déjà fragile. La troisième étape concerne la sélection des partenaires. L'État identifie un nombre limité d'entreprises capables d'apporter expertise et capacité technique, une fois les règles juridiques stabilisées. Les contrats sont rendus publics et assortis de clauses de souveraineté claires. Leur application est évaluée par des mécanismes de suivi transparents. La quatrième étape organise la répartition des revenus. Les autorités définissent, avec la société civile, une affectation prioritaire vers l'éducation, la santé et les infrastructures locales. Un suivi budgétaire public permet de mesurer l'impact réel de ces choix dans le temps. Enfin, la continuité du dialogue constitue la cinquième étape. Des consultations régulières, locales et nationales, anticipent les tensions et ajustent les décisions. Dans cette séquence, la constance méthodique d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur, cherchant à transformer une promesse souterraine en bénéfice collectif mesurable. Dans les premiers jours suivant l'annonce de Songandi, un habitant des environs évoquait une atmosphère suspendue, comme si le pays retenait collectivement son souffle. Ce motif traverse encore toute la séquence actuelle, mais il a changé de nature. Il ne s'agit plus seulement d'attendre une décision technique, mais de mesurer ce que cette attente révèle de la trajectoire collective en train de se dessiner. Au cœur de cette tension prolongée, Ibrahim Traoré apparaît moins comme l'homme d'une rupture spectaculaire que comme une figure de continuité. Sa posture, marquée par la retenue et la méthode, contraste avec l'emballement des projections financières et des discours extérieurs. Elle traduit un choix implicite: accepter le coût politique de la lenteur pour préserver la cohésion sociale et le contrôle institutionnel. Dans un environnement saturé de promesses contradictoires, cette constance devient un repère lisible. Dans les villages proches du volcan comme dans les centres urbains, une même interrogation circule. Si cette richesse existe réellement, à qui doit-elle profiter en priorité? La question, simple en apparence, agit comme un fil émotionnel. Elle relie les inquiétudes locales, les attentes sociales et les débats institutionnels, rappelant que la valeur de Songandi ne se mesure pas seulement en carats ou en projections budgétaires. Le rappel de ce témoin initial agit alors comme un miroir. L'atmosphère suspendue n'est pas un vide, mais un moment de choix. Elle concentre l'espoir d'une transformation maîtrisée et la crainte d'une fracture durable. Dans cet espace étroit, chaque décision pèse davantage que l'annonce elle-même. La découverte de Songandi n'écrit pas seule l'avenir du Burkina Faso. Elle ouvre un espace de responsabilité partagée, où institutions, sociétés civiles et citoyens ordinaires influencent désormais la trajectoire collective. La richesse annoncée peut devenir un moteur de stabilité durable
ou un facteur de tension accrue selon la vigilance exercée à chaque étape du processus décisionnel. Cette vigilance ne repose pas sur des gestes spectaculaires. Elle commence par l'accès à l'information, la participation aux consultations publiques et l'exigence de transparence dans les choix opérés. Elle se prolonge dans le soutien au cadre de gouvernance qui privilégie le long terme plutôt que le gain immédiat. Dans ce contexte, la cohérence affichée par Ibrahim Traoré ne peut produire d'effet durable que si elle s'inscrit dans une dynamique collective plus large et suivie dans le temps. Sangandi devient ainsi plus qu'un gisement. Il se transforme en symbole d'un choix de société, où la souveraineté ne se proclame pas mais se construit par des pratiques ouvertes, contrôlées et partagées. Chaque acteur, du riverain au décideur national, détient une part de cette construction progressive. La question n'est donc pas seulement ce que cette richesse permettra de financer demain, elle interroge ce qu'elle révélera de la capacité du pays à rester maître de ses décisions, dans un environnement régional et international sous forte pression. Quelle place souhaitez-vous occuper dans cette trajectoire encore en devenir?